bonheur, joie d'avoir Maya Hattigues avec moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, tu es directrice générale de la Fédération bancaire française. C'est bien ça. C'est bien ça. Tu es née en Algérie, un Oui. très beau pays ami. Merci. Quelles sont aujourd'hui les valeurs portées par ton secteur, par ta profession? Alors la profession bancaire, ce sont 3 grandes valeurs clés que chaque banque s'approprie et que chaque banque construit dans son histoire. Il y a une valeur d'utilité. L'argent, ça sert à quelque chose. C'est protégé et ça sert à quelque chose. Ça sert à faire des crédits, ça sert à ce que les ménages et les entreprises mènent leurs projets et investissent, achètent un logement ou investissent dans une nouvelle entreprise. Ça, c'est la valeur d'utilité. Il y a une valeur de proximité. Parce qu'il faut savoir qu'en France, on est le pays dans lequel il y a le plus grand nombre d'agences et de conseillers bancaires et où il y a vraiment une approche relationnelle, même si elle a beaucoup bougé avec le digital. Mais le digital lui-même, il est construit pour pouvoir continuer à faire du relationnel. Et puis, la 3e valeur, c'est la solidité. J'aurais pu la citer en premier parce qu'en fait, si on est solide, alors on peut être utile et on peut continuer à faire de la proximité. Et donc, on a 3 piliers qui marchent vraiment ensemble. On parle souvent de transformation bancaire. Bien sûr. Tu peux nous en dire un mot? Mais la banque n'arrête pas de se transformer. C'est vraiment, c'est l'essence de son métier. C'est l'un des plus vieux métiers du monde. C'est le métier de la circulation de l'argent et il a forcément évolué. Il a évolué avec le développement économique, le développement industriel et aujourd'hui avec les enjeux de transformation écologique. Et puis, il a évolué aussi avec la technologie. Et là, on a un très gros enjeu puisqu'en France, on a cette approche... Le levier technologique est important. Absolument. Il est très important parce qu'il est demandé par les clients. On fait tous les ans un sondage. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est à la fois du digital et de l'humain. Et donc, pour faire du digital au service de l'humain, il faut beaucoup investir. Et il faut aussi que les salariés des banques se sentent bien avec cet outil. Donc, ils passent beaucoup de temps en formation. Et puis, ils apprennent aussi à utiliser l'outil pour faire leur travail d'une autre manière. Donc, c'est un enjeu de transformation des métiers qui est absolument essentiel. Après la transformation, parlons des perspectives. Quelles sont-elles dans le secteur? Alors, des perspectives, comme toujours, humaines. Humaines d'abord, humaines pour les salariés, humaines pour les clients. Les perspectives, c'est d'aider les clients dans leurs projets. Et leurs projets, aujourd'hui, ils vont tous dans le même sens. C'est faire face à cette révolution énergétique, climatique, écologique. On dit révolution parce qu'on a beaucoup parlé de révolution industrielle, mais en fait, les enjeux climatiques, les enjeux écologiques, environnementaux de manière générale, et les enjeux de société d'inclusion, ça amène à repenser l'activité économique différemment, ça amène à penser à son logement différemment. Et donc, pour pouvoir faire des propositions pertinentes aux clients, et leur dire, voilà l'épargne que vous avez, voilà ce que vous pouvez emprunter, voilà ce que vous pouvez faire comme activité, au fond, c'est une énorme transformation. Et il y a 360 000 salariés de banque qu'il faut embarquer là-dedans. Le banquier ne va pas devenir lui-même transformateur énergétique, ça ne va pas devenir un spécialiste de la rénovation du logement, mais il faudra qu'il sache comment orienter ses clients dans ce domaine. On a parlé du secteur bancaire, on va parler un petit peu, si tu es d'accord, de Maya Hattigues. Beaucoup de tes collaboratrices et collaborateurs disent qu'elle nous entraîne, elle est inspirante. Pour toi, le côté inspirant, c'est quoi? Alors d'abord, j'aime bien moi-même être inspirée. J'aime beaucoup finalement picorer et aspirer aussi, m'inspirer de ce que font les autres. Voilà. Donc je trouve que ce qui est intéressant dans la diversité des profils qu'on côtoie, dans la banque, dans les médias, dans tous les domaines, dans les entreprises, c'est vraiment une diversité de parcours, ce qui fait que chacun peut trouver son compte. Je ne crois pas trop à la notion de rôle modèle unique. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de multiplier les exemples et les trajets. Oui. Absolument. Vraiment multiplier les chemins et que chacun puisse trouver son compte. Qu'on ne se dise pas, tiens, je veux devenir lui ou elle. Mais qu'on se dise, tiens, lui, ce qu'il m'a appris aujourd'hui, ça va apporter quelque chose dans mon parcours. Apprendre. On apprend aussi de ses échecs? On apprend tous les jours, on apprend du matin au soir, on apprend des plus jeunes que soi, on apprend des plus anciens évidemment, et ça c'est important de recueillir toute leur expérience, mais on apprend tous les jours, tout le temps, ça ne s'arrête pas sur les bancs de l'école. Jamais. Et alors justement, quand on a 360 000 personnes, c'est ça dans le monde bancaire? Oui, à peu près, même beaucoup plus si on compte tous les prestataires, les entreprises connexes. Et donc tu as beaucoup de talent? Énormément. Pour toi, Maya, face à la caméra, le talent, c'est quoi? Le talent, c'est d'arriver à faire aboutir ses projets, quels qu'ils soient.
Merci beaucoup, Maya Ati. Merci à toi. Merci beaucoup. J'ai le plaisir de recevoir Nagui Boudjelal. Bonjour. Bonjour Patrice. Alors toi, tu es directeur du marketing et de la communication groupe Exact. du groupe Diosiassi. C'est ça. Est-ce que tu peux nous présenter ton groupe? J'ai essayé de le faire de manière très rapide. En 3 mots, c'est quoi? Diosiassi, aujourd'hui, c'est un leader dans son secteur. Son secteur, c'est quoi? C'est la prévention des risques, la gestion des risques et l'assurance, en particulier des grands risques. C'est un leader qui pèse aujourd'hui à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, pour à peu près 5000 collaborateurs en France et dans le monde. C'est un leader qui est présent sur 4 continents. Europe, évidemment, Afrique, Moyen-Orient et Asie. Voilà, pour faire simple, on s'appuie sur 2 jambes, qui sont l'assurance de dommages aux biens, les grands risques industriels, et l'assurance de personnes, qui est la protection du capital humain des entreprises, c'est-à-dire des salariés. Une entreprise toujours en mouvement, transformation sociale, transformation sociétale, transformation économique, transformation écologique, technologique également, et puis même, allez, idéologique, non? Oui, c'est bien dit tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment. Moi, de ma petite fenêtre de directeur de la communication du leader français du courtage d'assurance, ce que j'observe et ce que je dois raconter, c'est la petite histoire dans la grande histoire de cette évolution dans le monde du travail. C'est une réalité, on le voit tous, on le constate tous aujourd'hui. Il y a effectivement, comme tu l'as dit, une transformation sociétale qui est à l'œuvre. Elle va jusqu'à même écologique, avec une rupture annoncée, la rupture technologique qui est celle de l'intelligence artificielle générative, ce fameux ChatGPT 4, etc. Il y a tout ça à la fois. La rupture idéologique, c'est quoi? C'est aussi avec les jeunes générations. On le constate tous les jours et partout dans tous les secteurs, cette difficulté à recruter les jeunes talents, à les garder, à faire ce qu'on appelle la rétention des talents. Donc on voit bien que tout ça, fidéliser, c'est un vrai défi. Et le paradoxe, c'est qu'il y a en même temps des choses qui avancent avec la loi Pacte, mais pas que, hein, ailleurs. En Europe, il y a des lois équivalentes qui sont là pour, j'allais dire, un petit peu rééquilibrer les choses dans le sens de équilibre vie privée, vie professionnelle, bien-être au travail, etc. Les raisons d'être, les entreprises à mission, et puis cette fameuse, effectivement, engagement RSE qui se traduit par la transition écologique. Donc au milieu de tout ça, il y a quoi? Il y a 2 choses pour nous, hein, du point de vue du Diosiassi. Il y a des DRH quelque part un petit peu bousculés, un petit peu chahutés, déboussolés. Donc donner du sens dans un monde qui est en recherche, on essaie de contribuer à ça tous les jours. Ce n'est pas quelque chose de si évident parce que nous, on est là pour assurer le capital humain, je le disais, donc la protection sociale des salariés. Donc ce sujet est important entre la santé et la dépendance aussi. Oui, la santé, évidemment, c'est le sujet important. D'ailleurs, à l'origine, en 1988, quand Pierre Donnerberg avait créé Saint-Honoré, Assurance Saint-Honoré, c'était avec cette idée, cette conviction que la santé serait le défi majeur des entreprises de demain. Il faut bien reconnaître qu'il ne s'est pas trompé de ce point de vue-là. Donc moi, la santé, la sécurité maintenant, hein, aussi. Exactement. Donc on peut aller dans ce sens-là, nous, au niveau de la communication, le marketing, pour accompagner l'information qui va vers nos clients, pour tout ce qui est frais de santé, mais pas que. Il y a aussi les entreprises en matière de captation des signaux faibles pour la prévention de l'absentéisme, par exemple. Donc on est un petit peu dans la démarche de mieux vaut prévenir que guérir. Donc nous, on mise surtout sur notre capacité à innover, à trouver des solutions. On l'a fait, les équipes par exemple de Thierry Vachier sur le pôle de protection sociale l'ont fait lorsqu'ils ont mis en place pour la branche intérimaire santé une solution de prise en charge et de gestion des frais de santé pour des centaines de milliers de personnes en quelques mois. C'est ça qui est formidable. Dernier point, le conseil aussi aux risques managers des grandes entreprises. En 2-3 phrases. En 2-3 mots, effectivement, je parlais, il y a 2 jambes dans une entreprise. Il y a tout ce qui est le capital humain, c'est essentiel, et tout ce qui est le matériel, la technologie, etc. Vous voyez bien que les risques managers, c'est-à-dire ceux qui gèrent les risques dans les entreprises et les assurances, sont face à des défis majeurs. Les cybersécurités, la cyberassurance, l'augmentation des catastrophes naturelles. Donc tout ça fait qu'on est là, nous, à leur côté, pour essayer de trouver des solutions, des cartographies des risques pour éviter souvent le pire, en tout cas quand on ne peut pas l'éviter, d'essayer d'accompagner au mieux nos clients. Allez, en un mot, talent pour toi, face à la caméra, c'est quoi un talent? Un talent dans mon métier, je pense, c'est d'être curieux,
d'aimer faire plaisir. La notion de désir presque doit être présente dans notre métier. Ça, c'est indéniable, c'est la base, je dirais. Évidemment, il faut avoir un talent de l'écriture parce que pour moi, tout commence par l'écriture. J'allais dire, derrière un bon film, il y a toujours un bon scénario. Derrière une bonne entreprise, il n'y a pas toujours un bon storytelling, mais disons que si on est capable d'inscrire l'histoire de l'entreprise dans une raison d'être, une mission vers ses clients, c'est quand même mieux. L'écrit, je veux bien, mais l'oral, qu'est-ce que t'es bon, Nagui Boudjelal. Merci à toi. Je t'en prie, c'est toi qui es bon. Merci. Au revoir. J'ai le plaisir de recevoir Erika Cogne, directrice générale de Télémac. Bonjour à toi. Bonjour Patrice. Une femme hyper dynamique, originaire de Bourgogne. Alors Télémac, pionnier du mentorat et de l'égalité des chances. Pourquoi double mentorat ? Effectivement, dès le début, on s'est rendu compte qu'il y a vraiment un besoin de rapprocher l'école et l'entreprise. Et finalement, la méthodologie spécifique qu'on propose pour les jeunes accompagnés par Télémac, c'est d'avoir un mentor issu de l'éducation nationale, CPE ou prof, et un mentor issu de l'entreprise ou de collectivité, avec des rôles très différents. Le mentor professeur est plutôt là pour l'orientation, les résultats scolaires, un ange gardien dans le collège. Et puis le mentor issu de l'entreprise sur la confiance en soi, l'ouverture socio-culturelle et puis la découverte des métiers. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise y gagne vraiment en fait ? Déjà, le droit d'être partenaire de Télémac, mais effectivement, ce qu'on mesure, c'est dans nos études d'impact, c'est vraiment une très grande fierté des collaborateurs. Et ça, depuis 10 ans, on fait des études d'impact poussées, c'est le premier élément qui revient. Le deuxième élément qui arrive dans nos études d'impact, c'est que être mentor pour des collaborateurs d'entreprise ou de collectivité permet de développer l'estime de soi, la confiance en soi, l'écoute, la compréhension des enjeux de diversité. Et en situation de management, les managers attestent qu'ils changent leur pratique de recrutement et leur pratique de management en ayant mentoré un jeune issu de milieux plus défavorisés. Alors c'est génial, mais on parle souvent de RSE, on parle souvent de philanthropie. On en est où exactement ? Alors, moi, j'étais précédemment aussi dans le privé et dans les sujets de fondation et RSE. Heureusement, tous ces sujets ont beaucoup évolué ces dernières années. En revanche, moi, ce que j'inviterais à faire, c'est que vraiment d'avoir un distinguo sur ce qui est relatif à la philanthropie, les fondations, la RSE et les entreprises à mission, et essayer d'avoir une approche à travers ces différents leviers sur les différentes temporalités nécessaires pour faire de l'innovation sociale. C'est-à-dire, voilà, il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. Parfois, il y a des entreprises qui me disent « Mais oui, Télémac, vous sélectionnez des jeunes à partir de la 5e. Moi, ça ne m'intéresse pas, je ne peux pas les recruter. » Oui, j'entends bien, mais si on ne travaille pas très en amont pour qu'ensuite ces jeunes-là arrivent à faire des études ou arrivent dans les filières qui vont ensuite recruter, ils n'arriveront jamais dans les entreprises. Donc, il est intéressant de travailler sur les différentes temporalités. Bien sûr. On parle aussi de 3 mesures phares pour véritablement changer l'ascenseur social. Alors ça, c'est un peu mes 3 mesures phares, parce que mine de rien, avec le temps, voilà, on a massifié le mentorat, on s'est associé à 7, maintenant 75 associations, on aide plus de 200 000 jeunes, Télémac, on a fait x10 en 5 ans. Mon constat, c'est que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui, il faut vraiment travailler sur des quotas. Moi, je pense qu'en fait, on n'y arrivera pas si on ne met pas en place des quotas de jeunes. C'est dur ce que tu dis, hein ? Mais parce qu'il faut y arriver. Je sais que ça ne fait pas consensus, mais j'ai appris que you get what you measure. Et à un moment donné, si on n'oblige pas les lycées les plus prestigieux à avoir des jeunes de quartier ou de zones rurales, il n'y aura plus ou pas de jeunes issus de milieux modestes dans ces lycées prestigieux. Pareil dans les établissements d'enseignement supérieur. Voilà, toutes les plus grandes écoles doivent avoir un certain quota de boursiers, et y compris dans les échelons les plus difficiles. Et last but not least, les entreprises doivent avoir des quotas de recrutement de jeunes issus de QPV. Aujourd'hui, on a les outils qui permettent d'identifier, grâce à l'adresse,
et de pouvoir objectiver ces politiques de recrutement. Donc, mettons-le en place, c'est nécessaire. Il faut le faire. Alors, tu rencontres beaucoup de jeunes et un jour, tu m'as dit beaucoup de talent. Face à la caméra, les yeux dans les yeux. Un talent pour toi, c'est quoi la définition ? Un talent pour moi, c'est vraiment lié à l'audace. En fait, je crois que l'audace permet de transcender les idées, les envies, l'énergie. Et c'est vraiment cette énergie qui caractérise tous les talents, l'audace. L'audace, t'en as beaucoup. Merci beaucoup, Erika Cogne.